Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où on traite d'aéronautique. Suite à de nombreuses demandes de faire des comptes rendus d'enquête, de m'intéresser un petit peu à des accidents ou des incidents aériens, et après avoir analysé le Sukhoi 33 qui a essayé de se poser sur le Admiral Kuznetsov, aujourd'hui ce que je vous propose c'est de regarder ce qui s'est passé dans ce cas qu'on a recréé en image de synthèse avec l'aide de DCS. Et j'ai décidé de commencer par ça, tout simplement parce que le pilote à l'intérieur de cet avion, eh bien je le connais très très bien puisqu'il s'agit de moi. Pour tout savoir sur cet accident, eh bien restez, abonnez-vous, mettez un pouce en haut ou on verra le bas si vous m'en voulez d'avoir cassé l'avion. Et puis on saura à la fin pourquoi ce train avant a cassé lors de l'appontage sur le porte-avions Charles de Gaulle en 2013. Jingle. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du BEA, c'est une entité civile qui est là pour faire de l'analyse suite à un accident aérien. Et bien dans l'armée, nous avons ce que nous appelions à l'époque le BEAD et qui est maintenant le BEA. Et pour Bureau d'enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État. Le BEAE intervient de manière interministérielle, que ce soit pour le ministère des Armées, avec les 3 armes, marine, armée de l'air et armée de terre. Ça va être également pour le ministère de l'Intérieur, avec les hélicoptères, la gendarmerie, mais également la sécurité civile. Et également pour le ministère des Budgets, avec les douanes. Donc à partir du moment où il y a un incident ou un accident pour un aéronef qui appartient à une de ces flottes, le BEAE va intervenir et va essayer d'identifier les causes de l'événement et formuler, si nécessaire, des recommandations de sécurité. C'est le numéro 2013-09I, I pour incident, qui a eu lieu donc le 16 juillet 2013 à bord du porte-avions Charles de Gaulle en mer Méditerranée à 30 000 nautiques au sud de Toulon, environ 50 km au sud de Toulon, avec le super étendard modernisé numéro 61 qui appartient à la Marine nationale, la flottille 17F. 3 flottilles de chasse dans l'aéronaval, la 11F, la 12F et la 17F. Les 3 sont maintenant sur Rafale, mais à l'époque nous avions la 12F sur Rafale, la première est transformée sur Rafale au début des années 2000. Ensuite c'est la 11F qui a été transformée sur Rafale et en dernier la 17e flottille de chasse. Je ne vais pas vous faire tous les avertissements, tout ça, je vous mets le lien en bas sur ces quelques pages. Il y a 26 pages en tout, si vous voulez le lire en profondeur, faites-le. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les différents éléments, mais je ne vais pas vous faire la lecture détaillée de tout. Ce sont des rapports qui sont extrêmement bien faits. Ce qu'il faut comprendre en termes de glossaire, et vous le mettez au début, OA, c'est un officier d'appontage, PACDG, c'est le porte-avions Charles de Gaulle, et là, ce qui va vous intéresser, c'est VEB, vitesse d'entrée dans les brins, la vitesse à laquelle vous rentrez à l'intérieur des brins, parce que votre vitesse R n'est pas la même que la vitesse d'entrée dans les brins. La VZ, la vitesse verticale au moment de l'impact. Ce rapport rentre assez en détail dans la technique d'appontage, dans les consignes d'appontage, si j'ai envie de dire. Donc ce qu'on sait, c'est que c'était le 16 juillet 2013 à 15h55 Z. Z, c'est l'heure GMT, donc en heure locale à ce moment-là de l'année, c'est plus 2, donc ça fait 17h55, heure de Toulon. Résumé de l'événement selon les premiers éléments recueillis. Au cours d'une mission d'entraînement, le pilote du SEM se voit refuser par 2 fois l'autorisation d'apponter, ce qu'on appelle un wave-off. Tu te présentes pour apponter, et non, tu n'es pas dans les critères, donc on te demande de remettre les gaz, on t'ordonne une remise des gaz, tu n'as pas le droit de te rapprocher du bateau. Lors de la 3e approche, et généralement en super étendard, on avait 3 approches avant de devoir les ravitailler ou se dégager sur un terrain de secours. Lors de la 3e approche, l'appareil apponte et accroche le premier brin. Pour le pilote et l'officier d'appontage, la séquence d'appontage est normale. Toutefois, l'amortisseur du train auxiliaire vient en buter. Le train auxiliaire, c'est le train avant. La fourche du train a impacté le pont, puis s'est brisée au niveau de la liaison articulée fourche-tube. Comme on voit sur les photos, ça a donc cassé au niveau de l'amortisseur devant. L'appareil s'arrête rapidement, bah oui, ça freine encore mieux que d'habitude. Le pilote est indemne et il va toujours bien, super. Composition du groupe d'enquête de sécurité, donc là il nous explique toutes les personnes qui font partie de ce groupe de sécurité. On a du personnel qui est arrivé de la Terre, hein, donc il y a eu toute une commission, toutes ces choses-là, il y a des enquêteurs qui viennent, il y a des entretiens, bon, on a fait plein de prises de sang, il y a tout un process, c'est tout bien rangé, comme ce que vous voyez un peu dans le film Sully, c'est un peu la même chose, mais version militaire, et dans ce cas-là sur un bateau.
On regarde un petit peu les informations de base. L'indicatif, c'est KINA 51. KINA, c'est l'indicatif tempé de la flottille 17F. Pourquoi KINA? Parce que Q c'est la 17e lettre de l'alphabet. Les pilotes de la 11F, c'est Kimono, K, 11e lettre de l'alphabet. La 12F, ce sont les Lascar, L, 12e lettre de l'alphabet. 4F, les Hawkeye, Damo, D, A, B, C, D, 4e lettre de l'alphabet. Donc quand vous entendez un indicatif marine, vous pouvez savoir la flottille en regardant la première lettre de l'indicatif. Haha, vous avez appris quelque chose, j'espère. Si oui, mettez-le dans les commentaires. Circulation aérienne militaire en CAM qu'on appelle V. CAM Victor, c'est la navigation à vue, comme le VFR, Visual Flight Rules dans le civil. La CAM India, I, c'est aux instruments. Et on a la CAM Tango, qui est tactique, qui est quelque chose de spécifique aux armées. Donc on a 3 types de circulation aérienne militaire. Victor à vue, India aux instruments, T, tactique dans certaines zones ségrégées. L'ADEX 461, ADEX c'est Air Defense Exercise, c'est un exercice pour des flottes, pour des bateaux, de se protéger contre une agression aérienne, avec à la fois des avions qui vont essayer de couler des bateaux et des avions en l'air de suprématie aérienne. Donc un vol classique comme ça, c'est du super étendard en basse altitude qui essaye de délivrer de la M39 Exocet, du missile anti-navire, protégé par des rafales, et la flotte défendue par des rafales. Et là, donc, c'est des vols assez complexes, beaucoup de radios, beaucoup de mouvements très dynamiques. Point de départ, point de décollage, c'est le porte-avions Charles de Gaulle. Cette mission s'inscrit à la fois dans le cadre de l'entraînement à la qualification sous-chef de patrouille. Donc on a 3 niveaux de qualification opérationnelle. Pilote opérationnel, vous pouvez accompagner quelqu'un au combat. Sous-chef de patrouille, vous pouvez leader une personne avec vous au combat. Chef de patrouille, qui est en gros notre plus haute qualification, vous pouvez prendre 4 personnes, voire 6 personnes au combat, voire plus. C'est notre plus haut niveau, on met une bonne dizaine d'années pour en arriver là. Donc moi à ce moment-là, j'étais équipier opérationnel et j'étais un entraînement pour passer sous-chef de patrouille. Donc quand vous êtes un entraînement, vous êtes déjà leader de vol, vous n'êtes pas officiellement responsable du vol, mais vous avez une grosse pression parce que chaque vol est un examen, chaque vol est noté. Donc vous avez beaucoup de préparation à fournir et vous êtes très challengé d'un point de vue tactique et d'un point de vue gestion de la patrouille. Donc c'est une contrainte supplémentaire. Là, ce qu'on voit, c'est que j'étais à la fois en réentraînement à l'appontage après un arrêt de 8 mois et un entraînement sous chef de patrouille. Donc forcément, ce que ça dit aux enquêteurs, c'est que d'un point de vue capacité intellectuelle, j'étais pas mal pris par mon entraînement sous chef de patrouille. En plus, en parallèle, de devoir gérer mon rentraînement à bord du porte-avions. Le vol est planifié la veille au soir, ça c'est classique, assez tard le soir, préparé le matin même. Au cours de la préparation, plusieurs modifications en termes d'horaire et de nombre de participants ont lieu. La mission est finalement effectuée à un avion. Alors ça c'est important et c'est pour ça que c'est noté. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ordre contre ordre, tu seras 2, tu seras 3, vous serez 4, vous serez 5, ça n'arrête pas de changer. Les horaires n'arrêtent pas de changer, ça joue sur la résistance physique et psychique et ça apporte forcément une fatigue supplémentaire. C'est pas du tout... une excuse, loin de là, mais ça mérite d'être noté, c'est pour ça que ça figure dedans. Néanmoins, c'est très classique, hein. Les choses se passent rarement comme prévu, même pendant la préparation, qu'on est habitué à être très flexible. On est le roi de la méthode agile, version militaire. C'est ce dont je parle dans mon bouquin, mais c'est autre chose. Description du vol et des éléments qui ont conduit à l'événement. Kina 51, donc c'est moi, et catapulté à 15h02. Donc j'étais pas le premier à être catapulté, souvent c'est début des catapultages, par exemple à 15h, oui c'est des vols courts. Et je décolle et je vais prendre 500 kg sur un rafale pour avoir plus de pétrole pour ma phase tactique basse altitude, et je reviens pour apponter sur le porte-avions. Donc je me présente 2 fois, à chaque fois c'est un wave-off, et ensuite derrière sur la 3e il y a la prise de bras. Alors, quand on rentre un petit peu sur la partie significative. Lors de la 3e présentation, au contact avec le pont d'envol, le pilote affiche plein gaz. Ce qui est normal, on met toujours plein gaz quand on touche le pont, au cas où on n'accroche pas le brin. Il y a un temps, ce qu'on appelle le spool-up, de remonter en puissance pour la pousser. C'est pas comme une hélice qui va vous donner de la traction instantanément. Un réacteur a beaucoup d'inertie. Donc du coup, on met plein gaz de base. On ahead full, Mr. Moody. All ahead full. All ahead full. Plein réduit quand je sens une situation inhabituelle de décélération avant immobilisation de l'avion. Avia, qui est le chef de tout ce qui est aérien autour du bateau, me donne l'ordre de couper, donc je coupe. Il y a d'autres avions en vol à ce moment-là, un super étendard, un Rafale, un Hawkeye, mais ils se déroutent vers le terrain de hier parce qu'ils ne peuvent plus apponter, il y a eu un crash sur le pont. Le commandant de bord, il y a qu'un membre d'équipage, 26 ans, masculin, 17F, équipier opérationnel, sorti d'école en 2010. Ça sont les heures militaires seulement, 835 heures militaires, 500 sur SEM. Alors, dans le semestre écoulé, 133 sur SEM
et 142 tout type. Pourquoi? Parce qu'on vole également sur Falcon 10 pour rester à jour en termes de qualification de vol aux instruments. On fait des vols sur Falcon 10, ou la différence entre ces 2 heures de vol-là. Et dans les 30 derniers jours, que du super étendard, et vous voyez que je suis un entraînement, ça vole pas mal, 24 heures sur 30 derniers jours. Date du dernier vol, c'était le 15 juillet, confirmation à l'appontage. Donc vous êtes qualifié à l'appontage initialement, ça vous autorise pas à aller au combat. Après vous êtes confirmé à l'appontage après entre 30 et 40 appontages qui vous autorisent à aller au combat. En fait, les officiers d'appontage ont confiance dans votre capacité à revenir constamment sur le porte-avions, même en cas de panne ou autre. Donc c'est une qualification encore supplémentaire. La qualification c'est bien, la confirmation c'est indispensable pour aller au combat. J'ai 69 appontages, dont 59 sur SEM à ce moment-là. Carte verte, c'est la plus haute carte, le plus haut niveau de qualification pour vol aux instruments militaires. On a carte verte, en gros, ça nous permet de faire les approches jusqu'à 200 pieds, 60 mètres de haut. Au niveau de la couche, c'est la meilleure carte militaire. Le porte-avions fait cap vers l'ouest, au 273, avec un vent sur le pont avec lui sa vitesse de 23,6 nœuds. Donc on a un vent sur le pont qui est cohérent pour l'appontage. Il n'y a pas de boîte noire sur Super Étendard, mais il y a une cassette HI8 qui a permis la restitution pour voir de la vue du pilote à quoi ressemblait l'appontage. Là, sur cette vue-là, on voit bien la zone d'arrachement et on voit où sont répartis les morceaux. Et là, on voit bien en détail donc l'avion avec le souci au niveau du train, donc la roulette n'est pas censée ressembler à ça, et des plis au niveau de la structure, donc qui a pris au niveau de l'impact, et des enfoncements, donc vraiment au niveau de l'impact quand ça a tapé assez fort pour créer ces plis. En termes de renseignements médicaux et pathologiques, ça dit que le pilote était apte. La validité de 5 ans, c'est parce qu'à l'époque, on avait un groupe 1 qui est une visite médicale qu'on fait tous les 5 ans dans la marine. Maintenant, je crois que c'est passé à annuel. On avait nos propres visites médicales. La grosse visite était tous les 5 ans et on faisait une visite en unité tous les trimestres, si je dis pas de bêtises. Donc la prise de brin a eu lieu avec le brin numéro 1, il y a 3 brins, on vise le numéro 2, là j'ai été un peu bas, donc j'ai pris le numéro 1, je suis arrivé à 134 nœuds avec une légère divergence vers la gauche, c'est pour ça qu'on voit que je suis un petit peu à gauche. J'ai été évacué normalement. Ce que je fais là, c'est vous voyez, on a les images qui tournent. En gros, un circuit d'appontage, ça ressemble à quoi? On a l'arrivée au break, on passe en vente arrière. Une fois en vente arrière, on va configurer l'avion, le train, les volets. Ensuite, quand on est travers la plateforme des officiers d'appontage, on part en dernier virage, à peu près 30 degrés d'inclinaison, pour venir se présenter en finale, entre 12 et 18 secondes en finale, pour une pente à 3,7 degrés. On vient piloter grâce à l'aide à l'appontage qui est le miroir qu'on voit sur la partie gauche, qui est réglé de manière spécifique à chaque avion pour être réglé au niveau des yeux des pilotes, et chaque avion a une hauteur entre les yeux des pilotes et la position de la crosse qui est spécifique. Donc c'est pour ça le miroir vient se régler pour chaque type d'avion, et nous on vient viser donc le deuxième bras. Renseignements supplémentaires, donc il y avait des caméras de pont, point de situation, donc là tout va bien. L'analyse de la séquence des événements, donc là on voit arriver l'avion avec la crosse prend alors que l'avion est toujours en vol, ce qui se fait que l'avion est fortement plaqué au sol. Jusque là c'est assez classique, hein, super étendard, vous pouvez regarder sur d'autres images. Donc on se retrouve plaqué au sol, sauf que là, eh bien, au niveau du train avant, l'amortisseur n'aime pas, et on se retrouve avec la roue qui casse. Ça rebondit un petit peu, et après ça vient freiner suite au deuxième contact, et là on voit bien que là on a un petit souci. Donc si on regarde très précisément leur compte rendu, la crosse attrape le brin 1 avec les roues principales qui ne touchent pas le pont, toucher des roues principales après le deuxième brin, panache de fumée blanche au toucher, abaissement du nez avec enfoncement maximal de l'amortisseur du train auxiliaire, frottement de la fourchette de train sur le pont sur une longueur d'environ 1,90 m à droite, 1,80 m à gauche, léger relèvement du nez à faible détente de l'amortisseur du train auxiliaire pendant un très court instant. Bref, bon, vous avez compris. Une rupture de la fourche est un événement rare qui peut avoir pour origine un appontage hors limite, une défaillance du brin d'arrêt ou une défaillance de l'amortisseur. Et là, on rentre dans la partie un peu plus analyse, donc ça c'est sympa, ils vous font un résumé à chaque fois en bleu. Donc la cause de l'événement ne relève pas du domaine environnemental, en gros il fait grand beau, il n'y a aucun souci. Gestion de l'appontage par le pilote. L'assiette trop importante en courte finale constitue une erreur qui entre dans les marges de tolérance. L'approche a été effectuée dans les normes d'appontage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que j'étais en approche, j'étais un petit peu bas, j'ai tiré un peu sur le manche, qui est une erreur technique, en tout cas dans un cas parfait j'aurais pas voulu le faire. Je l'ai fait dans des proportions qui rentrent dans les marges de tolérance.
Et donc, les officiers d'appontage ont décidé que mon approche était, même si elle n'était pas parfaite, loin de là, elle était dans les normes. Donc, ça n'aurait jamais dû entraîner l'accident. Donc, cette erreur de cabrer, c'est comme ils disent, juste avant de toucher, le pilote cabre légèrement le nez de l'avion, ce qui constitue une erreur classique de jeune pilote en rentraînement. C'est une erreur, on ne veut pas tirer comme ça, mais étant un peu bas et tout, j'ai eu ce mauvais réflexe qui est dans la norme à ce moment-là, mais qui aurait pu être tragique. Je vous renvoie vers la vidéo du Sukhoi 33. C'est un peu la même chose, en arrivant en close, lui a tiré beaucoup plus fort, ce qui se fait qu'il se retrouve à faire une sorte de cobra. Moi j'ai tiré un petit peu, ce qui se fait que j'ai un déplacement de la position de la crosse qui a fait cet engagement en vol du premier bras. Donc c'est une erreur de ma part. Le fait de retenir le nez de l'avion, qui est une erreur de procédure, a contribué à l'événement, oui, forcément. Vérification du brin d'arrêt. L'événement n'a pas été occasionné par un dysfonctionnement du brin d'arrêt. L'amortisseur a été entretenu en toute conformité. Les 3 appontages effectués entre le 13 et le 16 juillet ont été nominaux. Aucun coefficient de vieillissement n'a été appliqué. La fourche est intègre au moment de l'impact. Et là, ils ont fait des études sur l'amortisseur. Et là, ils ont dit, le reconditionnement complet a permis de retrouver les valeurs d'effort nominales. Le démontage de l'amortisseur démontre que l'ensemble des éléments est intègre. Le défaut constaté indique que l'amortisseur avait été mal reconditionné avant la campagne d'appontage. Donc on a un amortisseur qui normalement fonctionne bien, mais il a été mal reconditionné. Et à cause de ça, c'est ce qui a emmené cette rupture avec comme élément précédent, ma petite montée en incidence qui a été un facteur aggravant. L'origine de ce mauvais reconditionnement n'a pas été déterminée. À l'instar de la procédure suivie dans un premier temps au niveau des branches techniques, il est probable qu'une mise en pression du piston de relevage n'avait pas été faite avant le remplissage d'huile et que des poches d'air subsistaient dans la chambre d'huile de l'amortisseur. Donc on a une chambre d'amortisseur qui est remplie d'huile. La manière dont ils l'ont reconditionné, semblerait qu'il y avait de la présence de bulles d'air, ce qui se fait que l'air a gêné, n'a pas permis à l'amortisseur de faire son vrai travail. Là, on avait vraiment besoin qu'il puisse travailler au maximum. À cause de la présence de bulles d'air, ce n'était pas possible et c'est ce qui a engendré cette casse. Conclusion. Alors, quand vous voulez aller sur le site du BEAD et de regarder un petit peu des accidents, si vous n'avez pas trop le temps, moi je vous encourage, vous foncez directement dans les conclusions, ça vous fait un superbe résumé. Donc là, ça nous dit que le porte-avions Charles de Gaulle est dans une phase de remise en condition opérationnelle après une longue période d'arrêt. Vous voyez, il vous redonne le contexte à chaque fois. Le pilote était en entraînement sous chef de patrouille, confirmé à l'appontage de jour, en cours de rentraînement, suite à un entretien technique majeur du porte-avions. Il s'agit de son 2e appontage après une interruption du mois. Le super-étendard se présente à l'appontage pour la 3e fois après 2 wave-off. La passe manquant de moteur, le pilote retient le nez au-dessus du pont, ce qui diminue la hauteur de la crosse, et favorise l'accrochage du brin numéro 1 avec un peu trop d'assiette. À l'accrochage, la bâtée du nez de l'avion est importante et l'amortisseur vient rapidement en butée mécanique. L'amortisseur étant en butée mécanique, l'atterrisseur se comporte alors comme un bras de levier jusqu'à ce que la fourche vienne en appui sur le pont. L'oreille de la fourche du côté gauche rencontre en début de course un trou de saisine, provoquant un à-coup et sa rupture. Au 2e enfoncement de l'amortisseur, la fourche se rompt définitivement. Le système hydraulique du circuit d'atterrissage du SEM 61 a fonctionné correctement. L'avion a été plaqué vers le bas et la fourche a impacté un trou de saisine plus dur que le train se rompant. L'amortisseur est venu en butée. L'énergie qu'il n'a pas absorbée a été appliquée à la cellule, provoquant une déformation des cadres 12 et 13 situés près du train auxiliaire. Le pilote évacue l'avion après sécurisation de son siège éjectable, très important. Sur Rafale, vous pouvez sécuriser votre siège de manière facile avec un bouton. Sur Super Étendard, il y avait plusieurs caches à mettre. Ça a déjà coûté des vies de mécaniciens. C'est très très important de bien respecter cette séquence de sécurisation du siège éjectable. Les relèves effectuées au niveau des pneumatiques et des amortisseurs sont normaux. La presse du brin numéro 1 ne présente pas d'anomalie. L'amortisseur du train auxiliaire avait été mal reconditionné et présentait des qualités d'amortissement dégradées. Donc vous voyez, on va dans les conditions, ils vous expliquent tout du début jusqu'à la fin. C'est excellent pour ça, le BEAD, leurs comptes rendus sont limpides à chaque fois. Causes. Les causes relèvent du domaine technique et plus particulièrement du domaine de la maintenance.
Les qualités dégradées de l'amortisseur n'ont pas permis d'absorber l'énergie d'un appontage dans les normes, mais comportant une abattée de nez important. La fourche s'est brisée en heurtant un trou de saisine sur le pont d'envol. Au moins, c'est clair. Recommandations de sécurité. On a vu tout à l'heure, s'ils trouvent qu'il y a des recommandations à faire, le BEAD va les faire. Donc ils observent et après derrière ils font des recommandations pour permettre à tout le monde de s'améliorer, pour permettre aux unités de faire évoluer les procédures vers quelque chose de plus sûr. Mesures de prévention ayant trait directement à l'événement. Afin d'éviter que cela ne se reproduise, ils recommandent au commandement de l'aéronautique navale d'étudier une amélioration de cette procédure et d'y ajouter un contrôle systématique. Ça, c'est pour ce qui est du reconditionnement du train. Mesures de prévention n'ayant pas trait directement à l'événement. Ils recommandent au commandement de l'aéronautique navale de mener une étude pour évaluer la pertinence de réduire la présence de trous de saisine sur la zone de toucher du train auxiliaire lors de la prise de brin. Donc voilà, moi j'ai été arrêté de vol quelques jours le temps de l'enquête et derrière j'ai repris les vols, j'ai repris l'entraînement sous chef de patrouille. Ce qu'on peut dire sur tout ça, eh bien je vous fais le petit résumé là, vous voyez en image de synthèse, eh bien c'est que dans l'aéronautique navale comme dans l'aéronautique de manière générale, il y a une multitude d'événements qui peuvent arriver et là vous vous rendez compte que c'est une conjoncture multiple qui amène à cet incident. Les accidents et les incidents arrive rarement pour une seule raison, c'est une multitude de choses qui viennent s'aligner. On parle souvent des plaques de Rison, un alignement en fait de trous de fromage qui au moment où tout est bien aligné vous amène à l'incident ou à l'accident. Les facteurs à chaque fois sont multiples et c'est très très rare d'avoir un accident ou un accident pour une seule raison. C'est pour ça que c'est très important d'essayer de toujours prendre un maximum de recul, de bien faire ses procédures et quand l'incident ou l'accident arrive, c'est là où vous êtes content d'être resté dans la norme ou d'avoir suivi les procédures. Pourquoi ? Parce que ça se trouve, ce n'est pas de votre faute, mais si vous n'avez pas suivi ce que vous étiez censé suivre, vous allez vous faire massacrer et c'est normal. La rigueur est une qualité indispensable pour faire être pilote. C'est une qualité plus qu'indispensable pour être pilote de chasse embarqué, pour une multitude de raisons. Mais si vous êtes pilote d'aviation légère ou autre, je peux que vous encourager à bien suivre les procédures et après être force de proposition pour les faire évoluer si vous ne les aimez pas. On est tous humains, c'est beaucoup plus facile quand on est assis sur une chaise que quand on est dans l'avion. Surtout après, vous avez vu, on a toujours la fatigue, toutes ces choses-là. Une multitude de facteurs. Il y a toujours à apprendre des comptes rendus d'enquête, c'est pour ça qu'on ira s'inspirer un petit peu des écrits du bureau d'enquête analyse. Si vous avez des accidents ou des incidents particuliers que vous voulez que j'étudie, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que ce petit compte rendu vous aura appris certaines choses sur l'aéronautique navale et à très bientôt pour un autre épisode. Ciao.